Salut les gars, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va et vous? Moi, ça va super bien. On est là, 9e épisode de la cave d'Adoulam. C'est fou, hein? 9, yeah. Totalement. Officiellement, on n'a pas de saison, mais officieusement, on en a. Là, on est à notre 2e saison en réalité. Nous, on fait à peu près 4 à 5 épisodes par saison. Tout à Donc fait. aujourd'hui, en fait, ça serait notre dernier épisode de la saison 2 avant de reprendre pour la saison 3 plus tard cette année. Et puis, on a un sujet très intéressant, vraiment particulier. Je m'y attendais pas pour cette saison, mais franchement, Dieu nous a inspirés. Donc, avant de rentrer dans ce sujet-là, comme d'habitude, les gars, on a des shout-outs. Vous voulez faire un shout-out à qui? Bah, je vais laisser Chris commencer. Ok, moi je vais faire un shout out à Arnold. Oh, ok. My brother. Yeah, I love you, man. It's a Je boy. sais pas. Yeah, he's my guy. I love that. Moi, ok, moi je vais faire un shout-out à... Je pense encore à mon père. J'avais déjà fait des shout-outs à mon père une fois, mais ce matin on a eu une bonne conversation d'Aaron, de père à fils, Wow. et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je lui dédie ce podcast, tout simplement. Shout-out à papa. Shout out à papa. Bah écoute, c'est correct de faire des shout-outs à la même personne plusieurs fois. Plusieurs Moi, fois, en ce que fait, c'est je ça, fais. parce que ouais, c'est vrai, totalement, Je le man. fais tout le temps. Donc, comme d'habitude, shout-out à ma femme, ma douce Aïcha, à mes enfants, Jamel Ouais. et Israël. Et puis, un shout-out à la personne qui m'a donné l'idée d'inviter Agnès aujourd'hui. C'est ma sœur, à Oh. Esther Shegoun. Wow. Shout out, c'est Esther. Je lui parlais, on parlait au Mm. téléphone. Je réfléchissais à qui est-ce que j'allais inviter pour mon prochain épisode. Puis elle m'a dit, mais pourquoi t'invites pas Agnès et tout? Et puis là, elle a commencé à plaider ton cas. En fait, et pourquoi tu serais la bonne personne pour la cave d'Adoulam? Wow. Et j'ai été convaincu par ce qu'elle me disait, par le Saint-Esprit. Donc, voilà. Bienvenue Agnès dans la cave d'Adoulam. Tu es là maintenant. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Nice. On est vraiment content de te recevoir. On a eu le temps de parler avec toi avant l'épisode, bien évidemment, d'entendre plein de bonnes choses de ta part. Et aujourd'hui, on est convaincu que cette conversation va nous transformer. Mhm. Je présente le sujet pour aujourd'hui. On va parler de masculinité positive et de masculinité toxique, l'impact des hommes sur la construction identitaire des femmes. Et puis, nous pensons que tu es une excellente personne pour parler de ce sujet. Et donc, pour peut-être présenter à nos invités, aux personnes qui nous écoutent, pourquoi est-ce que tu serais la bonne personne à parler de ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Shout out à Esther aussi d'avoir pensé, d'avoir pensé à moi et d'avoir plaidé mon cas. Et donc, mon nom est Agnès, j'ai 23 ans, je viens de Montréal. Et ce que je fais dans la vie, eh bien, je suis mentor et consultante pour mannequins. J'ai un institut où est-ce que je forme des mannequins ici au Canada, en Europe aussi. Et je suis aussi candidate pour Miss Universe Canada cette année. Yes. Et sinon, c'est pas mal ce que je fais. Donc, j'accompagne des mannequins, majoritairement des femmes dans la vie de tous les jours. Et j'ai aussi un podcast où je parle d'agression sexuelle, de Dieu, la foi chrétienne, et c'est ça. Wow. Énormément de choses. Je pense pas que tu as mentionné le nom de ton agence. Comment? Ah oui, c'est vrai, c'est Modeling with Agnes. Modeling with Agnes. Et donc, qu'est-ce que tu fais exactement dans l'agence, plus en détail, et pourquoi est-ce que tu fais cette agence-là? Ouais, donc dans le fond, mon travail, c'est vraiment d'éduquer les mannequins. Et la raison est simplement parce que je suis dans l'industrie depuis 7 ans maintenant. L'année prochaine, ça va faire 8 ans. Et j'ai eu beaucoup de péripéties dans l'industrie en tant que mannequin. J'ai fait affaire avec des agences frauduleuses. J'ai eu beaucoup de difficultés avec mon image physique, corporelle, mon estime de soi aussi. Et en fait, c'est pas ma décision d'être dans l'industrie totalement. C'est vraiment Dieu qui m'a appelée dans l'industrie à ouvrir en fait cet institut qui s'appelle Modeling with Agnes. Et quand je dis accompagner, c'est pas vraiment juste comme le côté pratique où est-ce qu'on prend des photos et tout ça, mais c'est vraiment du mentorat. Donc, la plupart de ces femmes s'ouvrent beaucoup à moi sur leur estime de soi, leur passé, comment est-ce qu'elles ont grandi, leur perception de la beauté aussi.
Et je réalise vraiment que déjà le Saint-Esprit de Dieu, il bouge partout. C'est pas nécessairement des chrétiennes non plus, mais c'est un honneur d'être vraiment dans cette position-là et de voir comment c'est un besoin, ce qui est très différent de ce qui est dans l'industrie de la mode. Il n'y a pas vraiment d'institut ou de formation comme ce que je suis en train d'offrir, surtout dans le milieu francophone, mais même au niveau anglophone aussi. Il y a un grand manque de formation de ce genre, qui est plus comme, qui a une approche holistique, je dirais. Ouais. Oh. Bah, c'est un travail très important. Donc, félicitations de faire ça, de prendre ce fardeau, ce mandat. Je sais que c'est important, en fait. Et la question se pose, quel est l'impact, justement, des hommes sur ces insécurités que ces femmes vivent, que les hommes ont sur la perception des femmes d'elles-mêmes et de ce que eux-mêmes ils perçoivent des femmes dans cette industrie-là? Je suppose que cette influence-là est très, très présente. Tu pourras peut-être nous en dire plus. Mais avant de rentrer dans tout ça, nous, on veut apprendre à te connaître un peu plus, connaître ton histoire. Donc, là, tu nous as dit ce que tu fais, mais qui est Agnès? D'où est-ce que tu viens? Comment est-ce que tu as grandi? Ça ressemblait à quoi ton enfance? Ouais. Alors, comment j'ai grandi? Donc, tout d'abord, je viens d'une grande famille. J'ai 4 frères et j'ai grandi dans une famille africaine. Donc, je suis d'origine congolaise et rwandaise. Donc, 2 pays un peu en affrontement, là. Mais j'ai grandi dans un cadre avec des parents qui s'aimaient beaucoup. D'ailleurs, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu des parents qui nous ont inculqué la foi chrétienne très jeunes. Et avec mes 4 frères, je dirais que on a bien grandi. On était quand même assez proches quand on était très jeunes. En grandissant, on s'est un peu dispersé et je vais probablement en parler un peu plus après. Mais sinon, je dirais que j'ai grandi à Montréal. J'ai bougé à Laval aussi. En fait, j'ai déménagé à Laval plutôt. Et c'est pas mal ça, en fait, la famille. Donc, est-ce que tu es né ici ou tu es né... Je suis née ici au Canada. OK. Ouais. OK. Et donc, là, dans la fratrie, tu arrives à quel niveau? Tu es la première? Tu es la dernière? Je suis la 3e. La 3e. Donc, Ouais. tu es en plein milieu, En là. plein milieu. ok, Et les ok. 2 derniers, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux, OK. Wow. Ouais. Et aussi, j'étais pas une grossesse prévue, disons. OK. Ma mère a fait un déni de grossesse avec moi. Wow. Wow. Ouais, jusqu'à 6-7 mois à peu près. Ben, ça, c'est énorme. Ouais. OK, Ouais. sans montrer même pas Absolument rien. C'est Wow. à l'hôpital, quand elle était avec mon grand frère qui était vraiment malade, c'est les infirmières qui lui disaient « Allez passer un test de grossesse » parce qu'il était malade à cause qu'elle allaitait avec son sein, mais elle était tout. enceinte. Enceinte, OK. Et c'est là, en fait, qu'elle a fait l'échographie. Puis elle voulait pas. Elle disait non, je suis pas enceinte. Je sais que je suis pas enceinte. Mais mon père était comme, bon, peut-être que tu peux aller regarder, voir, on sait pas. Et là, ça a été une grosse Ben, le choc. surprise. Ouais. Et là, il faut se préparer pour un 3e enfant Ouais. en 2-3 mois. J'imagine Ouais. même pas. Ouais. Ça- Et il venait d'arriver au Canada aussi. Wow. Wow. Donc, c'était comme, c'était une grosse saison pour eux. Donc là, il y a combien d'années d'écart entre toi et tes 2 grands frères? Le plus vieux, on a 7 ans de différence. OK. Et lui, juste avant moi, on a comme 1 an et peut-être 2 mois à peu près. Wow. OK. Ouais. En fait, 3 mois. 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Et ensuite, l'écart entre toi et tes frères jumeaux? Les jumeaux, on a 2 ans d'écart. 2 ans d'écart. Mhm. OK. Donc, est-ce que tu es plus proche des frères jumeaux ou Hum, du grand frère? Quand j'étais plus jeune, j'étais plus proche des jumeaux. Mhm. Mais quand j'ai grandi, le plus vieux. Donc, lui, qu'on a 7 ans d'écart. OK. Ouais, parce que c'est lui qui est le plus... C'est le grand frère, C'est le donc grand frère. c'est juste plus facile. C'est Ouais. plus facile d'aller voir le grand frère ou mon père. Comme, vu que je suis vraiment une fille à papa. Donc, c'est comme les 2 hommes dans la famille avec qui c'est plus facile de... C'est peut-être plate de dire ça comme ça, mais d'avoir des services. OK, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais c'est quand même intéressant, cette dynamique-là, d'avoir une fille en plein milieu et puis le reste, c'est juste des hommes autour de toi. Et puis, la question se pose à savoir, vraiment, ça fait quoi de grandir en tant que fille unique parmi des hommes? Ça ressemble à quoi? Comment est-ce que toi, ça t'a influencé? Ta perception des hommes, mais aussi ta perception de toi-même avec des hommes autour de toi comme ça. C'est une bonne question. Je dirais que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi que Ok. je refoulais beaucoup parce que déjà de un, j'étais dans un cadre familial où j'ai pas vraiment été élevée à parler de mes émotions, de ce que je ressentais parce que
à la maison, eh bien, la fille, c'est elle qui s'occupe de la maison. Tout ce qui a rapport avec les tâches ménagères, la propreté, c'est comme j'étais l'exemple de la valeur de la famille un peu dans un sens. Et dans ce cadre-là, ça fait que j'ai vu mes frères avoir une éducation qui était très différente de la mienne, dans le sens que ils ne se faisaient pas réprimander pour les mêmes choses que moi. Par exemple, si je sortais dehors, moi, ma mère m'observait à la loupe sur comment est-ce que je m'habillais, le vêtement que je portais, quand je suis avec les gens, comment je parle, comment je me présente. C'était vraiment très, très, très strict à l'école aussi. Donc, mes notes étaient complètement différentes de celles de mes frères. J'avais pas la même pression que ce que eux ils avaient. Et en grandissant, je comprenais pas trop pourquoi. Donc, j'avais beaucoup de colère à l'intérieur, mais j'essayais vraiment de la refléter le plus possible parce que je pensais que c'était normal. Jusqu'à ce que j'arrive à un âge où est-ce que je parle avec d'autres jeunes de différentes nationalités, que je vois un peu leur dynamique familiale, c'est là que j'ai compris que, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Surtout que, oui, j'ai grandi avec des Africains, par exemple, mais je suis la seule fille dans ma famille. Ça fait que j'avais comme un poids sur mes épaules et une responsabilité que je me posais beaucoup de questions. Pourquoi une fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans doit faire le ménage comme si que elle devait nourrir ses frères. Si je sors, faut pas que tu oublies tes frères, faut pas que tu oublies telle personne. Et c'était vraiment redondant. Ouais. Alors que mes frères, eux, ils étaient là, ils chillaient. Le ménage, bof, ça leur passait par-dessus la tête. C'est même récemment qu'ils ont appris à faire certaines choses parce que là, j'ai commencé à me rebeller. J'ai dit, moi, j'ai fini. Mais ouais, donc je sais que il y a un terme pour ça, c'est la socialisation genrée qui commence très jeune. Puis je sais que dans les cultures africaines, beaucoup d'Africains vont probablement se reconnaître aussi. C'est très populaire et commun. Et tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que déjà là, à partir de l'éducation à l'enfance, on voit une différenciation claire entre comment est-ce que on approche les garçons et comment on approche les filles. Évidemment dans notre culture, mais je pense que c'est vrai dans la société un peu plus en général. Mais automatiquement, la pression avec laquelle toi tu grandis, les pensées que tu as, ton approche à la vie est très différente de ce que tes frères ont pu avoir. Et puis évidemment, à l'âge adulte, on retrouve des hommes qui pensent très très différemment des femmes, qui ont une perception des femmes qui est peut-être faussée, qu'il faut aller rechanger. Donc, c'est de là que part l'idée d'avoir cette conversation aujourd'hui. Donc, merci de t'ouvrir. Tu sais, j'aimerais savoir, par rapport à ce que tu nous disais, comment est-ce que, je sais que tu disais que tu avais de la colère en toi par rapport à ça, mais vraiment, comment est-ce que ça a formé ton identité et ton regard à toi-même? Est-ce que ta mère, je sais qu'elle participait aussi à cette éducation-là, mais est-ce qu'au final, elle était comme un role model pour toi? Comment est-ce que tu décrirais la formation identitaire que tu as eue dans ce contexte-là? Wow, je pense qu'on m'a jamais posé cette question. Je dirais que ma mère, oui, elle a participé. Et je vais faire un parallèle entre ma perception aujourd'hui suite aux réflexions que j'ai eues et quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'étais surtout en colère contre ma mère, mais en même temps, vu que c'était la normalité pour moi. Je pouvais pas trop nécessairement la blâmer, mais il y avait des moments où est-ce que je me posais des questions. Pourquoi est-ce que elle était plus dure avec moi? Pourquoi est-ce qu'elle était jamais satisfaite de ce que je pouvais faire? Mais en prenant du recul et en grandissant avec la sagesse et en discutant aussi avec elle, j'ai pu comprendre en fait que ça part de l'éducation elle a reçue. Donc pour elle, être dure avec sa fille, eh bien c'est pour son bien. Il y a même un proverbe aussi qui dit toujours dans ma langue maternelle, mais je vais pas le répéter parce que je vais le déformer un peu, mais ça dit que, elle me dit toujours que peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu sois politicienne, que tu sois devant les gens, que tu sois la fille la plus belle au monde, ta tête va toujours se retrouver devant des chaudrons. Et elle me le répétait tout le temps. Et je me disais, mais pourquoi en fait? Mais je comprends que ça part vraiment de sa mère à elle, sa grand-mère. Donc c'est générationnel, ça s'est juste transmis que une femme, dans cette vie, eh bien, on souffre, donc tu dois être équipée, en fait, pour la vie. Mais je sais aussi que ça vient d'une part c'était comme un mode de survie, un peu. Quand t'as grandi dans la survie, c'est des choses qui viennent aussi avec. Je sais que pour certaines personnes, ça doit être différent, mais je sais que dans le contexte de ma mère, comment elle a grandi, c'est comme pour se protéger un peu. Se protéger, mais quelque part aussi pour répondre peut-être à
un besoin, un standard culturel que, en fait, les femmes doivent se soumettre à des hommes, doivent servir, doivent se protéger parce que à l'extérieur, il y a des hommes qui vont toujours nous rappeler cette position. Tu sais, il y a eu ce Instagram Reel ou TikTok ou je sais pas quoi qui disait la place des femmes, c'est à la cuisine, etc. Je partage pas cette idée, ok. Je le mets déjà de l'avant. Mais on partage pas cette idée. C'est ridicule. Mais je pense que ça part de là aussi. Ça part du fait que on inculque dans notre tête que dans la société, les femmes doivent se retrouver à servir des hommes, doivent se retrouver à toujours être devant des chaudrons, comme tu dis. Est-ce que ça, c'est pas une limitation imposée par la perception des hommes sur les femmes et que les femmes elles-mêmes inculquent et ensuite se créent des mécanismes pour se protéger? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Je crois vraiment que oui, la femme, on a notre part de responsabilité dans ce type de mode de pensée, d'idéologie, mais l'homme aussi contribue à cela également. Mais je pense aussi que ça vient du fait comment est-ce que je peux dire ça? On met les hommes un peu sur un piédestal. Mais aussi, les sociétés africaines sont très patriarcales aussi. Il y a eu une époque où c'était plus matriarcal, mais là, c'est très patriarcal. En tout cas, du pays d'où moi je viens. Et je sais que l'homme, il est comme élevé sur un plateau et la femme, elle est comme rabaissée. Donc, ça fait que je crois que ça doit, et on est chrétien, donc moi, je dirais que c'est vraiment un renouvellement de l'intelligence, mais c'est aussi d'avoir des hommes qui ont justement cette ouverture de se dire que, oh, tu vois, nous, par exemple, on est d'accord, on est contre l'idée que la femme est censée être dans la cuisine, mais c'est de reconnaître que non, la femme, elle est une personne à part entière. Elle n'est pas destinée à être dans la cuisine. C'est une individu. Elle a été appelée à faire quelque chose sur cette terre. Et de concevoir ce genre de pensée, eh bien, ça aide à détruire ce genre de façon de voir les choses. Mais je pense aussi que dans le côté, encore une fois, je vais rester sur le point des cultures africaines, c'est au niveau de la perception de la femme, elle est très... l'aspect culturel prend trop le dessus sur ce que Dieu dit de la femme, par exemple. Où on va comme décortiquer des versets dans la Bible, et la femme doit être soumise, bien ça veut dire qu'elle doit être sous l'homme, ou c'est une forme de faiblesse. Mais oui, la femme, contrairement à l'homme, il y a des faiblesses, mais ça veut pas dire que elle est destinée à être tout bas, en fait, ou comme écrasée, limite. Et on va en parler un peu plus tard aussi, admettons dans le contexte du Congo, par exemple, et même dans les sociétés aussi en Europe aussi, où est-ce qu'on voit la femme rabaissée. Mais je pense qu'il y a comme cette forme de... Il y a juste cette forme de dictature un peu qui est très toxique, justement. C'est comme une mauvaise perception de la soumission. Exactement. Et ça, on pourrait en parler là, en long et en large. Ça ressemble à quoi d'être soumis dans une relation? On pourrait faire un épisode sur ça au complet. Il y a des versets bibliques par rapport à ça. Je pense que comme tu l'as bien mentionné, on utilise des versets, on les tourne un peu à la faveur des hommes, à cause aussi de la culture dans laquelle on grandit. Mais justement, pour revenir à la question... Comment est-ce que toi, ça a impacté ta perception de toi-même en tant que femme? Je dirais que ça m'a poussée à arriver à un certain âge lorsque j'ai pu goûter à la liberté un petit peu. J'ai tellement été cloîtrée et fermée que je suis juste allée dans toutes sortes de directions parce que on m'a jamais vraiment expliqué pourquoi est-ce que le fait que tu es femme, on te prive de ces choses-là. On m'a juste dit, tu es femme, donc tu peux pas faire ces choses-là. Donc, pour moi, dès que j'ai pu grandir et voir le monde, eh bien, je suis juste allée, j'ai commencé à parler avec des garçons et faire les choses comme si que, en fait, des folies. Je vais appeler ça comme des folies. Honnêtement, c'est la seule façon que je peux le qualifier, mais de vraiment go all in jusqu'à me perdre un peu et aussi parce que j'avais pas je connaissais pas ma valeur. Je savais pas exactement ce que c'était d'être une femme. Donc, je pensais que si je ne devais pas répondre aux besoins des hommes dans ma famille, eh bien, j'allais le faire à l'extérieur. Donc, je me suis retrouvée dans des relations toxiques avec des hommes qui venaient vers moi pour mon physique et non pour la femme que j'étais de l'intérieur. Donc, pour ma beauté intérieure, ça m'a poussée à croire, en fait, que si je suis avec des hommes, eh bien, c'est juste pour les satisfaire.
c'est que à ça que mon identité et la personne que j'étais se résumait à. Ouais. Et j'ai cultivé ce mode de pensée jusqu'à arriver à un point où est-ce que ça m'a vraiment détruite parce que j'ai dû faire face à moi-même et réaliser que ça ne va pas. Mais ça a vraiment détruit quelque chose à l'intérieur de moi. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai eu une mère, oui, qui agissait comme une maman à la maison, comme une femme, mais qui m'a jamais expliqué ou pris le temps de vraiment s'asseoir et d'utiliser des mots verbalement pour me dire, écoute Agnès, tu es une femme, voici ce que c'est d'être une femme, voici ce que Dieu dit que c'est d'être une femme. Donc voilà. C'est vraiment paradoxal parce que tout ça est mis en place pour soi-disant protéger la femme des hommes, mais en même temps, ça nourrit ce côté-là où, ben, en fait, la femme doit être soumise à l'homme, doit servir l'homme, et ça nourrit ensuite ce désir-là de plaire aux hommes. Au lieu de totalement, ben, il y a des personnes qui se rebellent totalement contre les hommes, qui n'aiment pas les hommes, et de l'autre côté, il y a des femmes qui se disent, ben, je vais faire tout ça pour plaire aux hommes, finalement, je trouve ma liberté dans ça. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais j'arrive à relate avec ça parce que je me rappelle moi-même en tant que jeune homme à 14-15 ans, c'est là où tu commences à vraiment bâtir ton identité de manière très consciente. Ouais. Tu sais, les habits que tu mets, là, tu commences à mettre du parfum. Ouais. Moi, je me rappelle même à l'époque, mon frère, il avait des boucles d'oreilles, donc moi, je voulais mettre des boucles d'oreilles et tout ça. Et tu pars à l'école, au secondaire, et puis là, tu veux commencer à plaire aux femmes. Et même, tu commences à te vanter avec tes amis, genre, ah ouais, je parle avec telle fille, je fais ci. Et en fait, on réalise pas, mais toute la construction identitaire qu'on se fait en tant que jeune garçon à ce moment-là, c'est par rapport aux femmes. Donc, Absolument, notre ouais. perception de nous-mêmes, notre perception de notre identité masculine, elle est basée sur est-ce qu'on plaît aux femmes. Et puis, je pense que c'est à peu près la même chose que tu décrivais Exactement. à ce moment-là. Mais moi, c'est quand même assez drôle dans un sens parce que quand j'étais plus jeune, donc de 12 ans à comme 17 ans à peu près, je cherchais pas à plaire aux hommes. Au contraire, je fuyais les hommes parce que j'avais peur de mes parents. Donc, moi, j'étais vraiment comme, tu es une fille à la maison, oublie les garçons, concentre-toi sur l'école. Mais encore une fois, il y avait pas de contexte de pourquoi est-ce que tu dois te protéger, en fait, et te préserver, etc. Donc, ce que je veux dire avec tout ça, c'est, je pense pas que c'était mal, le fait de me protéger dans un sens, parce que je sais que mes parents ne le faisaient pas d'une part, on veut te punir, t'as pas le droit de vivre, ou vraiment juste pour juste pour me faire du mal, mais c'était pour mon bien, mais je pense que ça aurait été bien d'avoir des explications, d'avoir un contexte un peu dans lequel de pourquoi est-ce que t'es une femme et tu devrais t'éviter de faire des choses comme ça. C'est compliqué où, justement, on t'éduque d'une certaine manière pour te protéger, mais on crée un environnement où on favorise l'épanouissement des gars Exact. et pas le tien. Tu vois. Exact. Mais comment est-ce que tu fais vraiment clairement le rapport entre cette éducation-là, comment tu as vraiment grandi et finalement de faire le pas de dire, ben, plus tard, à 17 ans, comme tu disais, de vouloir plaire aux hommes. Comment est-ce que tu fais ce lien-là? Parce que pour moi, c'est paradoxal, mais ça arrive. Donc, comment est-ce que toi, tu l'expliquerais? Je dirais que ça a commencé parce que j'ai changé d'environnement. Donc, j'ai eu mon premier travail. Et dans mon premier travail, c'est là que j'ai rencontré mon premier copain aussi. Donc, le fait parce qu'au secondaire, je déménageais beaucoup. Donc, j'avais pas le temps de être présente et de parler avec les gens. Et même là encore, j'avais pas ce désir-là vraiment dans mon cœur de parler avec tel ou tel garçon. C'était vraiment juste l'école et c'est tout. Mais arrivé à 17 ans, que je suis arrivée dans ce lieu de travail, c'était un McDonald's aussi. Donc, il y a des gens d'un peu partout. Et le fait d'avoir cette attention de quelqu'un qui s'intéressait à moi, oui, pour mon physique, mais aussi, il y avait un intérêt en mode, mais t'es qui, en fait? Genre, c'est qui, quel genre de personne tu es? Ça a comme éveillé quelque chose chez moi que je recherchais. Donc, je cherchais quelqu'un qui s'intéressait à mon âme, donc à mon cœur. Et cet individu, en fait, il répondait à cela. Donc, ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir aussi à un certain niveau aussi. Mais ça a été, je dirais, comme le début de quelque chose, d'une spirale, en fait, où est-ce que, après celui-là, eh bien, c'est tombé sur d'autres hommes parce que j'ai compris que, oh non, Agnès, comme, t'es une belle fille, oui, t'attires l'attention, donc tu peux gagner une forme d'attention. Donc, ça peut venir nourrir un manque à l'intérieur de toi que tu recherchais chez tes parents, que tu recherchais chez des amis aussi qui t'ont pas nécessairement donné. Et même les amis, comme j'ai dit, j'ai déménagé tellement souvent que j'avais même pas le temps
créer des Des liens, liens solides. reliés nécessairement. Solides, ouais. Donc, les hommes sont venus pour compenser cela aussi. Et chez des hommes, c'est pas des nombres énormes. C'est pas comme une centaine ou quoi que ce soit, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est plus dans le sens que de parler avec des garçons, de se faire belle, pas pour moi, mais pour me faire regarder. En plus que je commençais à faire du mannequinat aussi, c'était comme, ah, OK, genre, il y a quelque chose ici que j'aime bien. Donc, ouais. Ouais, très intéressant. Est-ce que c'était le fait d'avoir les regards pour une fois portés sur toi, l'attention qui créait ce sentiment-là? Ouais, 100%. Donc, Ouais, c'est vraiment l'attention. l'attention. Ouais. Et je réalisais pas à l'époque que j'avais besoin de cette attention. J'avais besoin que on me regarde pour qui j'étais. Et je vais en parler aussi d'un événement, en fait, que j'ai réalisé plus tard qui a causé que j'avais ce besoin, en fait, alarmant d'avoir l'attention de personnes. Et ça me fait penser, c'est super intéressant. Je vois un peu quand tu me parles l'histoire de ta famille, etc. J'avais l'impression, le terme qui me venait à l'esprit, c'était la chosification. Comme si tu te sentais un peu comme un objet, tu sais. Ouais. Dans la famille. Fais ci, fais ça, fais ça. Ouais. Les hommes, ils sont tranquilles. Toi, tu te tapes tout le boulot. Et tu sors de cet environnement-là. Tu arrives dans un environnement où, bah, pour une fois, on te considère. Ah, ok, Agnès, on te considère comme une personne, tout simplement. Tu passes un peu c'est un peu fort, hein, mais de la chose à la personne. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour toi, ça crée un peu, à ce moment-là, tu n'es pas préparé à ça te surprend. Et puis, bah, tu te perds un peu parce que c'est nouveau pour toi aussi, de ce que je comprends. Ouais. Ouais. Okay. Super intéressant. Merci de le mettre dans ces mots-là. Et à toi aussi, Agnès, on voit un peu comment la dynamique familiale, culturelle, avec une idée de protection en plus derrière. Parce que tout ça, ça vient du fait qu'on veut te protéger, mais en plus que tu grandis avec des frères et que toi, tu es vraiment exposé à la différence dans l'éducation des hommes et des femmes, qui après totalement impacte la société. Je pense que on met pas assez l'accent sur comment l'éducation dans la famille des garçons et des filles impacte la société générale. Ouais. Et en tout cas, merci de clarifier ça pour nous. Tu l'as mentionné, il y a eu un événement marquant pour toi. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, comme j'avais commencé à le partager, j'ai eu 17 ans, j'ai eu mon premier copain. Et de mes 17 ans à mes 20 ans, ça a été un peu mes années de débauche dans un sens, où est-ce que je me suis beaucoup rebellée contre mes parents. Je sortais énormément. Je travaillais, donc j'avais mon argent aussi. Donc, ça me permettait de pouvoir juste faire ma vie comme je le voulais, sans autorité. Donc, j'avais vraiment comme j'étais en rébellion contre l'autorité. Et ça m'a amené à déménager toute seule. Donc, à 20 ans, je pense que non, j'avais 19 ans. J'ai annoncé à mes parents que je partais vivre en appartement. C'était la crise. Non, tu dois rester jusqu'à ce que tu te maries, Mais je suis partie quand même. Et je suis allée habiter toute seule. Et en habitant seule, eh bien, ça m'a confrontée à une réalité déjà de la vie d'adulte. Donc, des responsabilités, des factures à payer. Financièrement, ça commence à être vraiment très difficile parce que dans cette période de temps, j'étais mannequin full-time. Donc, je vivais que des revenus, des contrats que je faisais. Et je me suis arrivée à un point où est-ce que mon agent, eh bien, m'a fraudé. Donc, il m'a escroqué et il a refusé de me faire mes paiements. Donc, ça m'a donné un poids de plus sur les épaules et un stress énorme que je ne réalisais pas que je portais. Donc, il y avait eu les événements avec ma famille. Donc, avant juste que je déménage, eh bien, c'était très conflictuel à la maison. Je chicanais beaucoup avec mes parents. Mes parents m'avaient mis même dehors à un moment donné. Je suis allée vivre chez mon ex-copain pendant à peu près un mois et demi. Ensuite, je suis retournée chez mes parents. Donc, c'était vraiment je dirais, un bon 6 mois chaotique. Et j'ai porté ce bagage émotionnel pendant plusieurs mois jusqu'à ce que j'ai craqué un jour. Et comment est-ce que ça s'est passé? C'est que il y avait un moment où est-ce que je me suis réveillée un matin et mon côté gauche était plus vraiment fonctionnel. Donc, il était vraiment très ramolli. J'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à vraiment penser sans avoir mal à la tête. Et j'ai appelé ma mère en panique. Et en parlant au téléphone avec ma mère m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, en fait, non, je suis pas allée la première fois à l'hôpital. Je suis juste allée travailler normalement. Et par la suite, au travail, ça empirait. Donc, c'était vraiment comme une sensation c'est comme une chaleur qui monte et ça vient comme pour
c'est vraiment très difficile à expliquer, mais c'est comme si j'arrivais juste plus à réfléchir normalement. Et à l'hôpital, le premier hôpital que je suis allée, j'ai fait des tests de sang. On n'a rien trouvé, on m'a dit que c'est rien. Et mon ami m'a référé à un autre hôpital où on a fait un scan du cerveau et on a vu que j'avais rien de neurologique nécessairement. C'est plus en fait que je faisais de l'anxiété généralisée qui était causée à une surcharge émotionnelle, des traumas, etc. Donc, j'ai commencé à faire de la psychothérapie. Et en psychothérapie, on parle de la famille, de l'enfance, de l'éducation. Et je me rappelle que ma thérapeute était québécoise. Et quand je lui parlais du contexte familial dans lequel j'ai grandi, elle me regardait puis elle me disait, mais c'est pas normal que tu aies vécu autant de pression, autant de stress, pourquoi est-ce que c'est cela, etc. Et on dirait le fait d'avoir été confrontée à quelqu'un qui me disait, Agnès, ça fait pas de sens que tu aies autant à porter sur tes épaules, que tranquillement, pas vite, je commençais à réaliser que, oh, attends, il y a quelque chose de pas normal ici. Parce que avant ça, c'était normal. Avant ça, comment j'ai grandi, la pression que ma mère avait sur moi, pas de problème. Et j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus sur des détails par rapport à mon enfance, une peur aussi que j'avais d'être seule, par exemple, dans mon appartement. Et la peur venait surtout du fait d'être agressée sexuellement. Et je pouvais pas lui dire pourquoi à ce moment-là ça venait, mais j'avais extrêmement peur d'être agressée sexuellement. J'avais tout le temps cette crainte à l'intérieur de moi. Je disais que dans mon appartement, je fermais ma porte, je mettais comme ma table de chevet, je mettais des objets parce que c'était envahissant. Je pouvais pas être fonctionnelle si je ne faisais pas ce rituel-là. Et c'est là qu'elle m'a demandé, est-ce que t'as déjà été violée ou agressée quand t'étais plus jeune? Et j'ai dit non. J'ai aucun souvenir. Je m'en rappellerai. Et je me rappelle lui avoir dit que je m'en rappellerais si ce serait le cas. Elle m'a juste regardée et elle a laissé ça là. Et quand je suis rentrée à la maison, à mon appartement, je réfléchissais et je me suis dit, mais pourquoi elle m'a posé la question? Et ça me travaillait. Et je ressentais vraiment comme une boule d'émotions, comme une vague qui remontait. Et j'ai juste craqué. Et il y a un souvenir qui m'est revenu dans ma tête et j'ai commencé à dire non, 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 non. Et mon corps était comme dans un état de choc. C'est comme si j'étais comme figée par rapport à un épisode et je me rappelle que je répétais, mais pourquoi c'est arrivé? Mais pourquoi c'est arrivé? Mais non, 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 non. Et c'est juste revenu, en fait. Et j'ai besoin de dire gloire à Dieu parce que c'était dans une période où est-ce que je cherchais vraiment à connaître Jésus pour moi. Donc, je sais que Dieu avait vraiment été intentionnel à me révéler ces choses qui me sont arrivées parce que si j'avais appris la nouvelle sans lui, je crois pas que je serais de ce monde aujourd'hui, en toute honnêteté. Wow. Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter et je vais dire plutôt merci de t'ouvrir à nous. Tu sais, pendant que tu parlais, ça m'a encore revenu le fait que là, t'es avec 3 gars, en fait, sur un plateau. C'est ça. Et t'es en train de parler et ça peut être très inconfortable, en fait, en soi, juste ça. J'espère que ça l'est pas, mais en tout cas, ça peut l'être. Et donc, déjà, juste merci. Merci pour ça. Ouais, j'ai comme besoin de prendre un moment souffler. pour... Non, effectivement. Et puis, pendant que tu parles, je sens même je sens un peu plus de douceur, je sens la présence de Dieu, comme si ça fait du bien. De pouvoir extérioriser encore. Même peut-être tu l'as déjà raconté plusieurs fois. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'habitude de le raconter. Avant, je racontais en pleurant beaucoup. Mais le fait d'avoir l'habitude de m'ouvrir par rapport à cela, ça va. Mais il y a quand même la boule ici, mais ça va. Je vais te dire tout de suite, nous, honnêtement, je sais pas, tu sais, quand on se retrouve sur ce plateau, j'ai vraiment à cœur que Dieu nous aide à pouvoir communiquer une image positive des hommes, en fait, en général. Parce que ça me fait bizarre un peu que quand tu m'expliques le scénario de la porte et tous les trucs que tu mets derrière, je trouve ça vraiment impressionnant que tu le fasses ça par peur d'être agressé par des hommes. Et ça montre à combien de fois tu sais, en tant qu'homme, on peut être souvent des sources de traumatisme pour d'autres personnes, en fait. Fait que je prie que Dieu nous aide à pouvoir justement au fur et à mesure communiquer des bonnes valeurs, des bonnes images afin de rassurer au lieu de faire peur ou d'agresser ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Comment est-ce que cet événement-là, marquant dans ta vie, au moment où tu réalises ça, t'affecte, en fait? Comment est-ce que ça affecte ta perception de toi-même et évidemment ta perception des hommes? Ouais, je dirais que ça a été vraiment difficile parce que j'ai vraiment dû réapprendre à vivre.
Et vraiment un gros merci à ma thérapeute aussi parce que elle a vraiment été un outil dans vraiment des conseils pratiques. Et c'est là où est-ce que, peut-être pour certaines personnes, aller se promener en transport en commun, aller dans des magasins ou être en présence d'hommes, par exemple, eh bien, c'est normal, c'est rien. Mais moi, il y a toujours comme il y a toujours ce signal d'alarme un peu dans ma tête. Et c'est quelque chose avec lequel au début, c'était vraiment très intense. Et d'ailleurs, c'était une des raisons aussi pourquoi dans cette période-là, j'habitais seule, mais à un moment donné, j'ai dû retourner vivre avec mes parents parce que financièrement, je pouvais plus me permettre d'être en appartement. Mais le fait de revenir dans mon cadre familial avec mes frères, par exemple, que j'aime de tout mon cœur. Et je sais que mes frères, c'est des amours, mais il y avait quand même cet inconfort à l'intérieur de moi où est-ce que je peux pas nécessairement, j'aime pas que l'attention soit sur mon corps. J'aime pas qu'on me regarde. Je veux pas qu'on me regarde. Je veux pas qu'on prête attention à cela. Et c'est quand même assez ironique dans un sens parce que avant ça, quand j'étais mannequin et que j'avais aucune idée de tout ce qui m'est arrivé, je m'exposais. J'aimais ça qu'on me regardait. C'est comme si je cherchais quelque chose vraiment. Mais après avoir appris cette nouvelle-là, ça a juste complètement transformé ma façon de me présenter aux hommes. C'est comme, je veux même pas que tu me regardes, en fait. Si ce n'est pas de ce que j'ai à l'intérieur de mon corps ou de ma tête nécessairement, donc mon intellect, je veux pas que tu prêtes attention à moi. Et c'était vraiment présent à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment dû, en fait, en parler avec des leaders spirituels à l'église où est-ce que j'étais pour vraiment m'aider à me défaire, en fait, de cela. Comme Agnès, c'est pas parce que tu t'habilles d'une certaine façon qu'il va t'arriver quelque chose. Parce que moi, c'est ce que je pensais avant. Donc, j'ai vraiment dû développer un nouveau mode de pensée, voir les gens. Parfois, je pouvais avoir des conversations avec certaines personnes et je partais tout de suite dans ma tête où j'avais comme des zone out un peu. Et c'était trop bizarre parce que j'avais jamais vraiment vécu comme ça, mais le fait d'avoir toute cette réalité devant mes yeux, c'était très spécial un peu comme mode de vie. Même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore là partout où est-ce que je vais et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, mais on a tous des cicatrices et des bagages et c'est là où est-ce que le Saint-Esprit fait vraiment le travail de travailler en nous, d'être vraiment ce confort, d'être ce guide aussi qui nous rassure constamment parce que je vais pas être émotionnelle, mais sans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que je serais pas guidée de faire nécessairement, donc en mesure de faire. Ouais. Et tu vois, je sais que toi, tu nous expliques tout ça avec ton histoire, ce que toi tu as vécu, l'agression que tu as vécue, mais je pense aussi que beaucoup de femmes, même qui n'ont pas vécu ce type d'agression-là, vivent avec quand même cette alerte-là aussi dans leur tête. Ouais. En retournant, Ange nous faisait part d'un témoignage avant l'épisode. Je pense même à ma femme, je pense à ma sœur, qui pensent à certaines choses lorsqu'elles sortent, lorsqu'elles vont monter dans une voiture. Moi, ma femme, si elle me dit qu'elle veut prendre un Uber, ma femme, elle prend pas d'Uber, tu vois. Je vais la chercher, je vais la déposer. C'est comme si inconsciemment, je veux qu'elle soit toujours safe. Et je sais qu'elle aussi, elle pense de cette manière-là. Donc, de vivre avec ça dans la tête tout le temps, je pense pas que ce soit juste lié au fait Absolument pas. d'avoir vécu une agression, mais vraiment aussi juste d'être une femme dans cette société-là. On est conditionnés. Alors que, c'est ça. Alors que nous, en tant qu'hommes, vous me direz peut-être le contraire, les gars, je sais pas. Mais moi, j'ai pas vraiment grandi avec ça dans ma tête, tu vois, de me dire, il faut que je sois alerte à ma personne au regard de peut-être même une femme ou d'autres hommes lorsque je sors, tu sais, je vais sortir la nuit, je vais prendre un Uber, tu sais. Non, je pensais même pas ça. D'ailleurs, mon père, et on habitait au Danemark, pour vous dire. Donc, Ange, je connais, super safe, super sécuritaire, il y a pas de crime, il y a rien du tout. Je sors avec les gars de mon école, on est 15, on se connaît tous. Et on sort la nuit, moi, je peux partir en vélo, mais mon père, il vient chercher ma sœur. À la fin de la soirée, il est 23h, tu sais, genre. Wow. Donc, même là encore, tu vois, il y a cette alerte-là que les femmes ne sont pas safe et elle marche avec, alors que nous, on n'a pas du tout ça en tête, tu vois. De fou. Vas-y, Christian. Ouais, mais c'est surtout aussi que, comme tu disais, c'est pas nécessairement qu'ils ont vécu ça, mais elles connaissent tous quelqu'un dans leur entourage, au moins, qui a vécu ça. Puis, je pense que c'est quelque chose qui vient à être internalisé par ces femmes-là. Puis c'est pas nécessairement des choses que nous, on se rend compte.
comme tu dis, moi, des fois, comme sortir le soir, comme I don't give too much thought about it. Comme je pense pas trop comme aux conséquences de comme moi être dehors le soir, même si je suis pas en train de faire quelque chose de mal, mais juste des fois je me rappelle pendant l'université, j'aimais bien aller me promener au centre-ville la nuit. Mais comme ça, c'est des choses que tu peux pas nécessairement te permettre en tant que femme sans y penser. Sans y penser. Et tu vois l'impact que nous, en tant qu'hommes, on peut avoir justement sur les femmes, avec nos actes, avec nos paroles. Tu sais, dis-toi, une femme, par exemple, qui vient dans une soirée, j'imagine, hein, et puis peut-être tu pourras nous dire, mais qui vient dans une soirée, qui a déjà toutes ces alertes-là, et le gars qui l'approche en mode, il veut juste avoir son numéro, il veut juste la complimenter, il veut juste, même peut-être un contact physique qui a l'air anodin, banal, mais qui contribue à ce sentiment-là d'harcèlement, de peur, de... Enfin, je sais pas, tu es beaucoup mieux placé pour nous dire. On ne tient même pas compte, en fait, de l'anxiété dans l'environnement. C'est impressionnant. C'est comme un conditionnement au traumatisme. Absolument. En fait, j'ai l'impression que, honnêtement, on est dans une société où on conditionne les femmes à être traumatisées d'avance, avant même qu'il y ait quoi que ce soit. C'est trop vrai. Donc, en plus, quand il y a un événement, frère, t'imagines pas ce qui se passe dans la tête d'une femme. Et je parlais justement, je disais avant l'épisode, il m'est arrivé une expérience récemment avec une jeune dame à qui je parlais. En fait, on se parlait sur les réseaux, je vais juste, parce que j'ai son accord pour parler de ça. Donc, on se parlait sur les réseaux et je lui ai dit, écoute, vu que moi je suis pas trop ici, passe-moi ton numéro, on s'appelle, on parle mieux. Tu comprends? Et là, pour me donner le numéro, frère, elle m'envoie. Au départ, elle m'a dit non, on va s'appeler sur Instagram. Donc on a commencé à se parler sur Instagram, au téléphone. Mais quand on s'appelle sur le téléphone, je vois on parle bien. Je comprends, mais passe ton numéro, après tu ressens ton numéro. C'est quoi la différence entre... Et là, après, au fil du temps, elle m'explique. Elle m'envoie des pavés, des paragraphes, des vidéos qui parlent d'harcèlement, qui parlent de plein de choses. Et plus elle me parle de ça, plus ça fait du sens pour moi. Mais moi, ça me prend 3 paragraphes là pour comprendre ce qu'elle comprend instantanément, tu comprends? Absolument, Et ça me choque et je dis, waouh, en fait, on n'a pas idée de tout ce qui peut se passer dans la tête d'une femme. Pour moi, c'est un numéro. Frère, donne ton numéro, qu'est-ce qu'il y a? Même là, je parle comme ça, même tu vois. Pour moi, c'est un numéro, mais pour elle, ça peut être une source d'harcèlement, ça peut remonter dans des trucs, frère. Tu vois? Et c'est vu de cet aspect-là, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'amène à... je me suis posé une question, qu'est-ce que je peux faire pour apporter une sécurité émotionnelle aux femmes qui sont autour de moi? Tu comprends? Et je pense que c'est une question qui doit se poser. Comme. On va continuer à parler de ce sujet-là. Justement, Ange va parler un peu du rapport que ça a eu avec ta famille, les liens que tu as eu avec ta famille. Tu as commencé à l'aborder puisque tu es retourné dans ta maison familiale. Mais peut-être que tu voulais rebondir un peu sur ce qu'on était en train de dire, justement, une femme qui sort avec cette alerte-là et puis la contribution des hommes qui sont totalement inconscients de cette réalité-là. Ouais, 100%. Et c'est comme vous l'avez tous dit, c'est vraiment juste, tu es femme, tu dois être conditionnée à vraiment vivre dans cette peur constante. Et ce qui contribue à cela seulement aussi, c'est vraiment la déresponsabilisation des hommes. Donc, de vraiment les laisser à côté de la problématique, mais dans tout problème, il y a une solution et il y a un facteur qui fait qu'il y a un problème. Et malheureusement, les hommes font partie du problème aussi. Donc, il faut qu'on puisse justement pouvoir parler avec des hommes et leur dire, hey, comme, c'est pas normal que je suis dans le métro, tu t'assois à côté de moi et t'es là et tu me fixes là comme ça. Mais c'est comme, il y a vraiment des gens dans les transports en commun surtout, et je pense même les gens qui vont écouter ou peut-être pas juste dans les transports en commun, vraiment partout. Mais les transports en commun, là, il y a des gens qui sont là et qui te fixent, ils te regardent et même le fait d'avoir ce confort, de te permettre de regarder une femme de cette façon-là, pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que tu es aussi confortable de dévisager une femme de cette façon-là? Et vraiment comme avec une aisance, mais des fois, je me dis vraiment, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour penser de cette façon-là? Ça retourne à la chosification de la femme, comme on disait. Ouais, vraiment. Mais c'est là où est-ce que c'est... Et on va en parler vraiment plus tard. On n'arrête pas de on va en parler, mais on va en parler, c'est important. Mais de vraiment la déresponsabilisation, mais ça vient du fait que justement, ce qu'on fait, par exemple, en ce moment, le fait d'avoir des hommes qui sont intéressés, qui sont curieux de comprendre comment est-ce que je peux contribuer à la sécurité émotionnelle des femmes, etc.
c'est là où est-ce que les hommes ont peut-être commencé à réaliser que, oh, attends, ces femmes qui ont peur, eh bien, peut-être que j'ai un rôle à jouer là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire pour, etc. Ouais. Donc, ouais. Puis, avant de te passer la parole, je Oui, veux juste vas-y. souligner le fait que ce n'est pas juste culturel. C'est vrai que nous, dans notre culture, Exact. on est éduqués d'une certaine manière et tout, mais ce n'est pas juste culturel, c'est vraiment, on le voit dans la société. Donc, que tu sois asiatique, que tu sois caucasien, que tu sois noir ou peu importe, on voit cette différenciation-là dans la société. Je le disais, moi, je viens d'une famille ivoirienne, africain, je vois comment l'éducation de ma sœur et la mienne, ça a été différent. Mais je l'ai vu aussi dans la société où j'étais, par exemple au Danemark, au Canada, en France, peu importe. Donc, encore une fois, oui, peut-être les gens qui vont nous écouter vont nous dire ça c'est peut-être un truc d'Africain, mais en fait non, Non, c'est pas faux. du tout. Ça, Ça l'est pas. Oh non, non, transcende pas du tout, les pas du tout. Ouais. Je pense pas que c'est culturel. Ah ouais. Donc, non, effectivement, fait que c'est un très, très bon point. Je suis content de parler de ça. C'est un beau sujet. Ouais, vraiment. Et puis, justement, tu parlais avec, t'avais mis le pied à l'étrier par rapport à la famille et tout. Comment tout ce que t'as pu vivre, tout ce dont tu nous as parlé tantôt, a pu avoir un impact dans ton rapport avec ta famille? Quand t'es revenu en famille, comment ça a été et comment ça s'est passé, comment tu t'es senti, etc. C'était assez... mais c'était vraiment inconfortable. Je pense que c'est ça le terme que je peux utiliser parce que j'avais confronté mes parents Ok. je l'ai pas fait de la façon la plus sage et on va pouvoir en parler aussi. Avec du recul, c'était très émotionnel. Oui, j'avais mes raisons d'être en colère, mais j'ai vraiment juste projeté ma colère sur mes parents et je les ai accusés de ne pas avoir été présents, de ne pas m'avoir protégée, etc. Et mes parents étaient vraiment pris au dépourvu. Je me rappelle que mon père n'avait pas répondu. J'avais fait comme un groupe chat avec mes parents et mon père avait pas répondu. Et je sais que il n'a pas répondu parce que il m'ignorait. Je sais que c'est parce qu'il était blessé à l'intérieur. Et mon père, c'est vraiment quelqu'un qui c'est un homme qui montre pas ses émotions. Il a vraiment grandi, mais il m'a toujours vraiment pris comme sa princesse. Donc, je sais que ça, je sais que c'est vraiment venu le chercher. Mais, quand je suis retournée vivre avec mes parents, je dirais que on marchait vraiment sur des œufs. Comme au début, j'avais un peu peur, j'appréhendais, OK, maman, comment elle va me traiter, etc. Mais c'était très malaisé, très tabou. On a eu quelques conversations. Mes parents, ma mère me croyait pas. C'est vraiment plus elle qui l'a exprimé qu'elle ne me croyait pas. Et je ne crois pas qu'elle ne me croyait pas. Je crois simplement qu'elle préférait rester dans le déni de juste se dire que non, c'est impossible, c'est pas arrivé. Parce que de la façon qu'elle me protégeait, j'ose croire que ma mère l'a fait juste pour le faire. La façon qu'elle veillait sur moi, je sais que c'était justement pour éviter ce type d'agression sexuelle qui aurait pu m'arriver. Donc, je pense que le fait que ce soit produit, je crois qu'elle a perçu comme une façon comme si elle a échoué en tant que mère. Donc, un échec. Donc, c'est une des raisons qui justifie pourquoi est-ce qu'il y avait eu cet inconfort dans la maison. Sinon, avec mes frères, je dirais que mon grand frère, on en a parlé, mais très brièvement. Mes petits frères aussi, c'était vraiment très émotionnel avec mes petits frères. Surtout que j'avais fait une tentative de suicide aussi en novembre. Donc, un mois avant mon anniversaire. Et quand j'ai raconté à mes frères, c'était vraiment... mon grand frère, il était mon autre grand frère. Donc, lui, juste avant moi, il était pas présent à ce moment-là. Mais mes petits frères, c'était vraiment difficile pour eux parce que, eh bien, ils arrivaient pas à croire que tout ça s'est passé avec mes parents. Ils comprenaient un peu plus pourquoi est-ce que peut-être j'étais distante. Mais je les ai dit que non, c'est vraiment récemment. Je les ai expliqué tout le processus comme psychologique. Donc, je dirais qu'au début, c'était très inconfortable, justement, mais on a vraiment juste réappris à comme cohabiter, à vivre ensemble. Et ce que je veux vraiment dire comme un grand merci à ma famille, c'est que mes frères m'ont vraiment donné l'espace de vraiment juste être moi, en fait. Comme, admettons, quand je suis à la maison, ils vont éviter certains gestes, par exemple. Tu sais, des accolades, je me rappelle, mon petit frère, c'était comme, OK, on va te saluer, mais on va garder on va respecter ton corps, ton boundaries, sans même le mentionner. Mais juste le fait d'avoir cette attitude-là, ça m'a vraiment juste apporté une paix. Admettons, si je veux sortir, mon grand frère, c'est pour ça que j'ai tout le temps qu'il fait toujours des services parce qu'il est toujours là. Si j'ai besoin d'aller quelque part, il est comme, je viens te chercher, je te dépose. Mes petits frères, c'est un petit peu plus difficile, mais
mais c'est aussi l'emploi du temps, mais dans des petits gestes, par exemple, non, comme Agnès, on est là, on va le faire pour toi. Et je sais qu'ils ne le communiquent pas verbalement, mais je sais que c'est des actions qu'ils prennent, en fait, parce que ils m'aiment et c'est pour me protéger aussi dans un sens. C'est vraiment, merci de nous partager ça. Honnêtement, ces épisodes qu'on fait depuis un certain moment, ça nous aide à guérir tous. Mais c'est vraiment la guérison des âmes, en fait. Chaque invité qu'on a reçu, il y a une partie de l'âme qui a été, dans ce qu'il a dit, il y a une partie de l'âme qui a été guérie. Que ce soit lui, son âme ou nos âmes à nous. Fait que merci, c'est très bénissant. Il y a un truc dont je fais le lien en ce moment. Tu sais, tu me parlais quand tu étais petit, tu avais beaucoup de colère, etc. Et est-ce que tu penses est-ce que la réponse à l'agressivité, c'est l'agressivité? Tu vois ce que je veux dire? Si toi, t'as été agressé quand t'étais un peu plus jeune, est-ce que ça crée en toi le désir de répondre avec de l'agression? Je sais pas comment. Ah oui, non, je comprends la question. Non, absolument non, pas. okay. Non, au contraire. J'ai développé un dégoût contre cela. Okay. Moi, ça a vraiment juste réveillé vraiment comme un appel en moi. Oh, de dire okay. que non, ça m'est arrivé, mais maintenant que j'ai Jésus dans ma vie, eh bien, je vais tout faire, en fait, pour faire en sorte que toutes ceux et celles qui ont vécu la même chose que moi puissent avoir la possibilité, l'opportunité de guérir en Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs, c'est quand même assez vraiment ironique, mais je me rappelle que quand j'avais 14 ans, c'est là que j'ai découvert le docteur Denis Mukwege, donc on surnomme l'homme qui répare les femmes. Et je me rappelle que quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'arrêtais pas de me dire à l'intérieur, mais si un jour je peux trouver comme l'arme qui va pouvoir m'aider à aider ces femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, je vais aller jusqu'au bout du monde pour le raconter à tout le monde. Je me rappelle que j'arrêtais pas de me le répéter, et c'était vraiment comme enfui à l'intérieur de moi, c'était comme brûlant, c'était comme je dois le faire. Donc plusieurs années plus tard, quand tout ça s'est arrivé, que j'ai réalisé, et ça m'est revenu encore une fois, j'ai dit wow, donc c'est comme si Dieu me préparait à quelque chose sans même que je me rende compte. Donc ce feu avait vraiment été déposé à l'intérieur de moi pour aujourd'hui avec le podcast que je fais et tout ça. Donc non, vraiment pas d'agressivité, au contraire, c'est avec l'amour. Avec l'amour et vraiment juste de montrer aux gens que oui, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais tu peux te relever et pas juste être, tu vois, comme toute détruite. Genre, tu peux faire quelque chose de ta vie avec ça aussi. Non, amen, amen, amen. Et on t'encourage dedans. C'est pour ça qu'on t'invite aussi, justement, pour pouvoir soutenir cet appel-là que tu ressens au fond de toi. Et du coup, quel pour toi serait le rôle de la famille dans le processus de guérison? Quel est le rôle que la famille peut jouer? Justement, tu parlais de tes frères, comment ils ont été bienveillants vis-à-vis de toi. Si tu pourrais donner des astuces ou des tips, parce que la famille semble être la source, mais peut aussi devenir un espace de guérison. Amen. Fait que, oui, selon toi, quel est le rôle de la famille après ce type d'événement? Je dirais, la première chose à la famille, même si vous n'avez pas les détails de qu'est-ce qui s'est passé, de comment ça s'est produit, en quelle année, etc., de créer vraiment cet espace pour que l'enfant puisse se sentir en sécurité. Donc, des mots en lui disant, écoute, on te croit que ça t'est arrivé et on est là avec toi. Donc, juste des mots rassurants, c'est la chose la plus importante à faire. Oui, comme dans le cas, mettons, avec mes frères, il y a eu des actions où est-ce que ils étaient présents, ils étaient bienveillants, mais entendre des mots de réassurance aussi, ça fait une différence, en fait. Ça crée, en fait, cette confiance, en fait, je dirais. Donc, vraiment de créer cet espace. Aussi, il faut garder en tête que la personne qui a vécu ces agressions sexuelles, elle a déjà été agressée. Donc, il y a déjà quelque chose à l'intérieur d'elle qui a été brisé. Donc, la famille a le rôle de, justement, comme participer à cette guérison-là en invitant la personne. Il faut pas toujours s'attendre à ce que ce soit elle ou lui, parce qu'il y a des hommes aussi qui subissent aussi des agressions sexuelles, qui viennent à vous. Parfois, ils ont besoin qu'on leur tende la main, qu'on lui dise, écoute, je suis avec toi, viens me voir, on va passer à travers cela ensemble. Donc, pour toute famille, je pense que ça, c'est important. Aussi, de ne pas insister sur les détails. Je pense que ça, c'est une des choses les plus
tabou à faire un peu, ça peut être un peu brusque aussi. Dans mon cas, j'ai eu une dissociation traumatique, donc ça veut dire qu'il y a des détails qui me sont pas revenus automatiquement. Parfois, je suis dans un contexte, même tout récemment aussi, il y a à peu près 6-7 mois, puis j'étais dans un contexte, il y a quelque chose qui m'est revenu. Donc parfois, il y a des petits détails par-ci par-là, des odeurs qui peuvent te rappeler certaines choses au fur et à mesure du temps, mais sur le moment, lorsque la personne te parle, les détails ne sont pas vraiment qu'est-ce qui est pertinent. À part si vous portez plainte à la police, ça c'est autre chose. Mais avec votre enfant, je pense que de juste déjà comme créer cet espace de bienveillance, d'amour, c'est la chose la plus importante à faire. Et ensuite, si c'est pour porter plainte, eh bien c'est porter plainte. Et si la personne fait partie de la famille, de couper contact avec cet individu. Même si vous n'avez pas les détails de qu'est-ce qui s'est passé, faites la médiation, mais à part. Par exemple, parlez avec cette personne-là. Écoutez, Agnès est venue nous voir, elle nous a dit que ça s'est passé. Est-ce que c'est vrai? Patati tatata. Faites pas des rencontres tout le monde ensemble. Ça peut être extrêmement intimidant pour la victime dans la situation. Elle peut même oublier qu'est-ce qui s'est passé ou mentir. Non, ça s'est pas passé. Et on le voit souvent avec des petits enfants aussi, des jeunes enfants, des adolescents, même des adultes encore. Donc, de vraiment faire preuve de sagesse et de aller d'un côté avec la victime, je pense que c'est important, et de toujours demander aussi à la personne, donc la victime, est-ce que vous êtes confortable que cette personne revienne dans la famille, par exemple. Moi, ça a été quelqu'un d'éloigné de la famille. Cette personne n'a jamais remis les pieds à la maison. Comme ça, mes parents me l'ont même pas dit. Mais je sais que je les entends souvent. Je les ai entendus parler un peu quelquefois. Ma mère est comme, non, je veux pas qu'ils viennent dans cette maison. Malgré le fait qu'elle était un peu réticente à les détails et si c'est vrai, etc. Mais je sais que en tant que mère, elle s'est dit, c'est comme ça qu'elle le voyait, j'ai déjà échoué une fois, je veux pas le refaire encore une fois. Mais je pense que en tant que parent, c'est pas parce que vous avez échoué, c'est pas nécessairement échoué, mais c'est pas parce que vous avez manqué d'attention plutôt que vous devez ouvrir une porte pour que ça se reproduise. Et de se donner grâce aussi. Surtout pour les parents. Si ça vous est arrivé aussi, j'ai juste à cœur de le dire aussi. Si c'est arrivé que vous avez manqué, vous avez peut-être pas été présent, etc. Je veux me corriger. C'est pas le mot échec, mais vous êtes des êtres humains aussi. Ça arrive. Il y a tellement de choses qui se passent, mais vous pouvez vous rattraper aussi en créant l'espace pour parler avec votre enfant, et rebâtir le lien de confiance. Donc, donnez-vous grâce et on sert un Dieu de restauration. Donc, voilà. T'as donné des informations tellement importantes. Je n'imagine même pas en tant que, tu sais, frère, comment est-ce que je gère ça, tu vois? Ce que je veux dire, c'est tellement difficile, mais t'as donné des informations tellement importantes. Merci pour cela. Puis je voulais prendre le temps déjà de remercier tes parents à toi, de te permettre, entre guillemets, de venir parler de ça. Tu l'as déjà fait auparavant, j'imagine pas ce que ça peut produire aussi pour eux comme sentiment. Donc, je veux les honorer. Maman, papa, merci pour qui vous êtes. Franchement, vous avez éduqué une fille formidable, extraordinaire, et que Dieu va utiliser, et a déjà commencé et continuera d'utiliser puissamment. Donc, il faut les honorer, il faut leur dire merci pour ça. Et puis, je prends le temps de le faire. Puis, pour continuer sur la question d'ange, tu sais, moi, je suis un père. J'ai 2 enfants, j'ai un garçon, j'ai une fille. Ma petite fille, c'est ma princesse. Hein, voilà. Comment est-ce que je fais pour être présent pour elle, pour la protéger, tu sais, par rapport à ton expérience? Comment est-ce que ton père, disons, selon toi, aurait pu, j'ai pas envie de dire aurait dû, mais aurait pu te protéger mieux? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je crois que c'est impossible d'être partout présent tout le temps, malheureusement. Seulement Dieu est omniprésent, etc. Mais je crois que de vraiment avoir cette relation de confiance avec son enfant, où est-ce que vraiment elle peut sentir qu'elle peut vraiment tout te dire, vraiment tout te partager, même les choses les plus gênantes, vraiment comme qu'elle puisse savoir que non, mon papa, là, je peux aller le voir et lui parler de n'importe quoi et je sais que peu importe ce que je lui dis, il va me croire et il est là pour moi. Parce que je crois que ça va déjà comme instaurer cette confiance à l'intérieur de cet enfant que peu importe ce qui va se passer, eh bien, je sais que j'ai quelqu'un qui est là avec moi. Parce que malheureusement, on n'a pas le contrôle sur les actions que les gens vont poser. On vit dans un monde qui est vraiment barbare. Donc, ça, on peut pas contrôler les gens, mais on peut contrôler qu'est-ce que nous, on fait
avec le rapport qu'on a avec les gens autour de nous. Un père avec sa fille, par exemple, ça c'est important, de respecter son intimité aussi. Et je dirais de pas trop la fermer, de la cloîtrer non plus par peur. Parce que si c'est comme non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, c'est comme si tu la prives de quelque chose et il faut qu'elle puisse être capable d'explorer de par elle-même et de voir, ah, OK, comme il y a ci, quelque chose qui se passe, mais toujours savoir que je peux revenir parler avec papa parce que papa, il est là pour moi, il est pas là pour me juger. Donc, c'est un peu comme le rapport que Dieu a avec nous aussi, dans un sens. Il nous donne vraiment le libre arbitre de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, mais il est toujours là pour nous recevoir quand on faute ou on fait certaines choses. J'ai pas peur d'aller voir Dieu pour lui parler de quelque chose qui m'est arrivé ou d'une pensée, etc., parce que j'ai cette relation de confiance avec lui. Donc, je pense que pour un père aussi avec sa fille, c'est la même chose. Par contre, Dieu aussi, il a mis une certaine barrière aussi pour protéger. Donc, faut pas non plus, faut aussi dire à l'enfant, écoute, sortir dans des heures qui sont tard, écoute, il faut être réaliste, il faut être honnête à un certain degré, puis utiliser les bons mots dépendamment de l'âge de l'enfant. Mais écoute, à 23h le soir, il y a des gens qui sont un peu méchants dehors. Donc, tu peux pas aller dehors et te promener comme ça parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Tout de suite, c'est comme, OK, je comprends qu'il y a un danger ici. Et même pour les petits-enfants, de leur répéter constamment, de pas garder des secrets. Parce que souvent, les prédateurs, ce qu'ils vont utiliser, c'est des termes comme « Oh, il y a un secret. Ça, c'est un secret entre moi et toi. Ça, c'est un secret, tu le partages pas. » Mais de demander aux enfants « Est-ce que tu as un secret aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose que tu me caches? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as gardé secret avec un ami? » Et parfois, ça ouvre des conversations. « Ah oui, non, quelqu'un m'a dit que j'ai un secret. » Et ça arrive extrêmement souvent où est-ce que les enfants vont dire « Oh non, mais on m'a dit un secret. Au final, le secret, c'est quoi? » Eh bien, c'est un adulte qui a abusé d'un enfant. Donc, le créer l'environnement de confiance. Merci pour ces conseils-là. Écoute, moi, tu me rends meilleur père aujourd'hui, donc je garde ces conseils-là près de mon cœur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour cela aussi. Dans tout ce que tu as dit, j'ai observé aussi la place du silence. Oui, quand tu parles aussi à certaines femmes et tout, par rapport à certaines choses qu'elles ont pu vivre, il y a souvent la place du silence. Le silence, le temps, souvent l'oubli et après le traumatisme. Donc c'est comme un processus. Et tout à l'heure, on a parlé du rôle de la famille vers l'individu. Mais ma dernière question, ça sera plus l'individu vers la famille. Dans le sens où, quel conseil donnerais-tu, toi, à un individu qui a vécu des expériences particulières, qui aimerait peut-être aller vers sa famille pour pouvoir peut-être s'ouvrir ou en parler, ou qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait dans le passé, que tu pourrais conseiller quelqu'un de faire aujourd'hui avec ton expérience? C'est tellement une bonne question. Je dirais que je vais commencer par ce que moi, j'ai pas fait dans le passé. Je dirais que j'ai beaucoup manqué de sagesse quand j'ai approché mes parents. Oui, mes parents n'ont pas été parfaits, mais ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, ils ne sont pas, c'est pas eux mes agresseurs, c'est pas eux qui m'ont fait du mal. Donc moi, je les ai vraiment approchés en mode c'est de votre faute. Et je crois que ce que j'aurais fait de différent avec du recul, j'aurais peut-être plus été voir ma mère en mode maman, comme j'ai été blessée, j'ai besoin de ma maman maintenant. Je crois que ça aurait définitivement changer les choses, parce qu'en parlant avec ma mère aussi ici et là, j'ai pu comprendre en fait que elle avait été un peu comme attaquée, c'était comme un choc aussi pour elle, et je ne lui ai pas laissé le temps de absorber et de digérer qu'est-ce que je lui partageais. Donc je crois que en tant que victime, oui, ça fait mal, on a mal à l'intérieur, mais on veut pas non plus faire mal aux autres avec ce qu'on porte aussi. Donc, je pense que c'est de juste faire preuve de sagesse dans notre approche, parce qu'à la fin de la journée, on veut pas juste se chicaner avec les gens, on veut trouver une solution. Donc, d'approcher nos membres de notre famille avec sagesse, à réfléchir aussi. Et c'est pas obligé d'être comme une réunion familiale. Ça peut être vraiment juste une personne, un membre de ta famille avec qui tu es proche. Moi, par exemple, c'était mon grand frère que j'étais comme, écoute, shout out à Sébastien. Je dis, Sébastien, écoute, je dois te parler. Je lui ai parlé, etc. Et ça a été la première personne à qui j'en ai parlé par rapport à tout ce qui s'est passé. Et ça m'a fait du bien parce qu'il est tellement bienveillant avec moi que ça m'a apporté aussi un certain réconfort. Et je dirais que par la suite, si je me suis ouvert, etc., au reste de ma famille. Mais je pense que c'est de vraiment juste y aller tranquillement, pas vite, et de pas
c'est un processus. Je pense que c'est important aussi de ne pas oublier que c'est des choses qui sont difficiles à aborder. Dieu me donne la grâce de pouvoir en parler. Je pense que c'est pour d'autres personnes aussi. Mais il y a certaines personnes qui réagissent pas comme moi. Comme tu as dit, il y en a qui sont plus silencieux. Mais s'ils peuvent trouver une personne avec qui en parler, même un thérapeute, un ami de confiance, une autorité spirituelle, qui peut voir un peu, qui est toujours bienveillant avec eux pour avoir l'espace d'en parler, c'est important parce que sinon, ça va te détruire de l'intérieur. Donc, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Absolument. Je vais laisser la parole à Krish pour... Ouais, en tout cas, merci beaucoup de ton partage. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit justement dans le conseil pour les familles, c'est l'idée de créer cet environnement-là. De créer cet environnement propice à justement à ce que les enfants soient confortables. Et c'est très édifiant en tant que, par la grâce de Dieu, futur père. Donc, d'entendre ça, je vais garder ça en tête. Moi, j'aimerais retourner un peu sur, on en a parlé un peu dans la première partie, mais sur l'aspect sociétal des agressions. Donc, je voudrais parler un peu du conditionnement psychologique qui est fait. Je vais parler pour nos communautés africaines, le conditionnement psychologique, en fait, qui mène à ces agressions-là. C'est très intéressant. En fait, pendant que je préparais ce podcast-là, j'écoutais une émission dans laquelle le docteur Denis Mukwege, il avait été invité. Et il disait que, en fait, ça commence très jeune. En fait, l'agression, c'est un peu malheureusement, c'est un peu la finalité de la chose. C'est que c'est un processus de déshumanisation qui commence très jeune. Il donnait un exemple, par exemple, une femme qui, et je pense que ça arrive quand même assez fréquemment dans nos communautés, que les femmes se fassent avorter quand ils ont des filles, jusqu'à ce qu'ils aillent des bébés garçons. Et ça fait que l'enfant qui naît en sachant que sa mère, ça fait peut-être, elle a eu peut-être deux, même voire trois avortements avant de l'avoir. Tu vois, ça crée déjà ce rapport d'autorité, en fait, de supériorité entre les hommes et les femmes. Et j'aimerais parler aussi un peu des conséquences de cela. Donc, là, on a parlé des agressions sexuelles, mais il y a aussi d'autres types d'agressions qu'on peut voir dans les communautés africaines qui déroulent de ça, en fait. Et j'aimerais parler de l'excision ainsi que le repassage des seins. Donc, juste pour donner une définition, l'excision, pardon, c'est le découpage partiel ou total du clitoris et des petites lèvres avec ou sans découpage des grandes lèvres. Donc, c'est quand même assez graphique, c'est quand même assez violent. Puis, tout ça, comme Idriss le disait, en fait, tout ça est fait avec l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire aux hommes. Donc, j'aimerais que tu touches un peu à ça aussi. Et on va parler aussi un peu des travaux du docteur Mukwege, mais j'aimerais que tu nous donnes, en fait, ta perspective là-dessus, sur justement sur ces agressions-là, autres aussi qu'on peut voir dans nos communautés par rapport à ça. Ouais. Justement, l'excision, je vais même toucher un peu comme les violences sexuelles aussi, le repassage des seins. C'est toutes des pratiques que les femmes prennent part à, justement pour se protéger parce que elles habitent dans des sociétés, dans des pays où est-ce que déjà... encore une fois, je veux pas comme qu'on généralise que c'est comme coller cette étiquette sur le continent africain, sur des pays africains, mais là on parle vraiment comme de pratiques qui sont très populaires justement dans des pays d'Afrique subsaharienne, donc Afrique noire. Donc dans ce contexte-là, on va en parler, mais c'est très populaire parce que certains de ces pays, de ces régions sont très pauvres aussi. Donc, la pauvreté fait en sorte que ça les pousse à développer justement ces pratiques et ces mécanismes de défense pour se protéger des conséquences que le fait de vivre dans des contextes très pauvres, insalubres, etc., que ça peut créer. Donc, honnêtement, ma perception par rapport à ça, c'est que c'est horrible. Vraiment, certes, c'est horrible, surtout quand on voit les conséquences psychologiques, émotionnelles sur les femmes, comment est-ce qu'elles grandissent, etc. Il y a plein de témoignages qui circulent aussi de femmes qui témoignent de cela. Mais ce qui me rend encore un peu plus triste, c'est que
nous, au moins, on est ici en Amérique du Nord, on a des plateformes où est-ce qu'on peut en parler, où est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts à en parler, mais dans ces sociétés, les hommes, il y en a même qui ont peut-être même pas idée de qu'est-ce que c'est, en fait. Ils sont complètement déconnectés de cette réalité-là. C'est vraiment juste les femmes qui continuent de appliquer, de réappliquer ces coutumes et ces pratiques. Et je crois que le plus important, c'est qu'il y a des organismes, justement, qui font des interventions dans ces régions, qui s'y rendent et qui parlent avec les femmes, qui éduquent les femmes par rapport au fait que non, voici les conséquences, admettons l'excision. Là, ça va être un peu plus, ça va être un peu explicite ce que je vais dire, mais même au niveau des rapports sexuels, par exemple, c'est très difficile pour la femme, c'est très douloureux pour la femme aussi. Il y en a qui doivent aller voir le docteur, le gynécologue, pour reconstruire le tout. Et non seulement cela, mais émotionnel aussi. C'est comme tout un bagage, mais je pense que c'est important que pour nous, par exemple, qui sont des Africains issus de la diaspora, on puisse parler de ces choses pour justement comme venir avec notre bagage, notre éducation et pouvoir se rendre, admettons, dans ces pays, éduquer nos mamans, nos tatas, les hommes aussi par rapport au fait que, écoutez, la femme ici, là, c'est pas un objet. Et même le docteur Denis Mukwege, il en a parlé aussi dans son livre La force des femmes, de certaines initiatives que des organismes ils ont fait, par exemple, où ils encouragent sur la masculinité positive. Ils vont aller voir des hommes dans des villages, ils vont leur dire, écoute, la femme, elle n'est pas faite pour être utilisée comme objet, etc., etc. Donc, ça aide un peu, il y a des avancées, mais il reste quand même du travail parce que je pense que le problème, c'est que à l'interne, si c'est enfui, c'est comme, il n'y a pas vraiment ils sont juste exposés à leur réalité. Mais si on apporte comme des perspectives de l'extérieur, donc des gens qui viennent avec une autre réalité, une autre perception, ça peut aider à ouvrir un peu comme ses pensées, etc., au fait que, oh, attends, je suis pas censée violer une femme de cette façon-là. Même l'exemple que tu avais donné des femmes qui avortent, dans le livre du docteur, il parle justement d'un échange qu'il a eu avec un enfant soldat et un homme qui, depuis ses 12 ans, on l'a inculqué à violer des femmes. Donc, à violer des mamans, des grands-mamans, là. Un jeune de 15 ans qui va violer des mamans, des tantines, des bébés. Et il conversait avec lui, il essayait de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu sois poussé à faire de tels actes. Mais en fait, c'est comme ce que tu disais, il y a un processus vraiment de déshumanisation qui fait que depuis qu'il est jeune, on l'a conditionné et on l'a poussé à dire que, écoute, les femmes, c'est rien. Les femmes, ça sert absolument à rien. On s'en fout. À part si c'est des femmes de leur propre clan ou de leur village. Là, c'est différent. Et même, je veux rajouter l'aspect spirituel. Admettons, à l'est du Congo, et ça, il y a beaucoup de Congolais qui n'aiment pas l'entendre, mais il y a des pratiques de sorcellerie intenses. Il y a un village à Kavumu où est-ce qu'il y avait ce sorcier qui a reçu un groupe d'armées et qui les a dit que pour être puissant et pouvoir dominer sur le territoire, eh bien, il devait aller chercher du sang d'hymen qui n'a pas été touché, donc de vierge. Donc, ce que ça a donné, c'est que il violait que des enfants. Pendant 5 ans, ce village, c'était que des enfants de très, très jeunes qui étaient agressés sexuellement. Les parents se révoltaient, ils se posaient des questions, mais pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que ça se passe? Et ils ont compris, en fait, que c'est à cause de ce sorcier et de ces pratiques qui se font. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je pense que le contexte spirituel est important à prendre en considération dans ces pratiques. Oui, à l'est du Congo, l'excision, le repassage, parce que l'attaque, la Bible nous dit, on ne se bat pas contre la chair et le sang. C'est pas juste l'homme que l'on voit, c'est un système qui a été instauré pour toucher le tissu familial, détruire la femme, détruire les générations qui arrivent aussi. Donc, je pense que oui, en tant qu'Africain, on peut parler de ces choses-là, mais ceux qui sont chrétiens aussi, d'être dans la prière et de vraiment prier contre toutes ces formes de principautés, d'organismes, même le clergé, les églises qui sont corrompues, d'apporter aussi de la théologie aussi, sound doctrine aussi, parce que ça aussi, c'est tout erroné dans certaines régions également, je vais pas généraliser. Bref, c'est une longue liste, mais ouais. Ouais, absolument. En tout cas, merci. Merci de ce que tu dis. Et le docteur Denis Mukwege aussi, il disait que, en fait, c'était rendu au point que les agressions, c'était une arme de guerre aussi, comme il dit. Et
C'est très édifiant ce que tu viens de dire. Merci, merci de ton partage. Et j'aimerais aussi aller un peu plus loin aussi avec le docteur Denis Mukwege. Donc, je vois que tu as apporté un livre, t'as apporté son livre, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Donc, le livre, c'est La force des femmes. Et moi, le docteur Denis Mukwege, c'est un héros pour moi. Je suis son travail depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. Il m'inspire vraiment beaucoup et son travail, c'est que il répare les femmes, en fait, comme il le dit, depuis 25 ans, bientôt 30 ans. Il avait été appelé pour être gynécologue, donc juste pour aider les femmes à accoucher. Mais lorsqu'il s'est rendu il est retourné dans son village dans lequel il a grandi, il a constaté, en fait, que le besoin était vraiment de appuyer et de supporter des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, parce que avec la guerre qui s'est passée, c'est là où est-ce qu'il y a le conflit entre le Rwanda et le Congo. Lorsque le génocide a fini au Rwanda, les Rwandais sont venus, ils ont invadé l'Est. Bref, c'est très complexe, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a découlé en fait à des crimes de barbarie comme les violences sexuelles. Donc son travail, c'est oui de réparer les femmes, c'est comme ça qu'il a commencé, mais aujourd'hui il est activiste, il parle de masculinité positive, il parle justement de ce qui se passe à l'Est aussi. Il l'a ouvert avec l'aide de son associé également, The City of Joy, qui est un établissement qui aide les victimes à devenir des survivantes et à transformer leur traumatisme en force. Et ils ont un documentaire aussi sur Netflix. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un de regarder, ces femmes sont mes héroïnes. Honnêtement, je les regarde beaucoup, leur résilience, leur force, parce que ce sont des femmes qui ont vécu l'impossible et qui se battent encore pour leur famille, qui se battent pour leur société. Et elles sont dignes en fait d'être femmes et puis elles sont dignes aussi d'avoir l'attention également. Donc si il y en a qui sont intéressés, des hommes qui sont intéressés aussi, je pense que la moisson est vraiment grande et on a besoin d'ouvriers hommes aussi pour contribuer. Absolument. Merci de nous partager cela. Et ce que je trouve intéressant aussi avec le docteur Denis Mukwege, c'est justement, on l'appelle l'homme qui répare les femmes, mais c'est pas seulement l'aspect chirurgical, c'est qu'il y a tout un cheminement aussi psychologique. Il expliquait dans son entrevue qu'en fait, lui, à son hôpital, c'est que il y a des femmes qui arrivent à l'hôpital qui sont tellement brisées psychologiquement que c'est même impossible, en fait, de les opérer physiquement. Donc, il y a tout ce travail-là d'accompagnement psychologique aussi que je trouve très intéressant. Franchement, moi aussi, pour moi, c'est quelqu'un de très inspirant. Et il parle aussi beaucoup pour transitionner dans la prochaine section, il parle beaucoup aussi de l'aide psychologique aux hommes, comme tu as dit justement, la masculinité positive. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la masculinité positive? Oui, bien sûr. Donc, la masculinité positive, en bref, c'est vraiment juste encourager les hommes à être plus sensibles aux causes sociétales qui touchent les femmes, par exemple. Et l'un des travaux du docteur Denis Mukwege aussi, c'est justement de faire affaire avec des églises. Et pourquoi des églises? Parce que, surtout en Afrique, à l'Est, ben, les hommes, c'est eux qui sont les chefs spirituels, donc ils ont une certaine influence aussi. Et c'est vraiment très triste à dire, mais les églises aussi à l'Est contribuent aux femmes qui se sentent rejetées, qui sentent qu'elles ne sont pas acceptées parce que il y a des chefs religieux qui vont leur dire que ben Dieu vous aime pas parce que vous êtes salis, vous avez été brisés, etc. Mais le docteur Denis Mukwege, lui, en fait, il dit que non, c'est faux. Il est aussi pasteur. Donc, il parle également du fait que non, Dieu a créé la femme pour une raison, etc. Donc, c'est vraiment de comme défaire cette mentalité aussi de comme rabaisser la femme, de l'écraser et ça consiste à faire des interventions comme ce qu'il fait, avoir des rencontres aussi avec des autorités comme des policiers, des gendarmes, parce que même dans l'armée, même dans la police, il y a de la corruption, il y a des abus. La plupart des femmes justement de City of Joy, de Cité de la Joie, elles disent que c'est les soldats armés qui les ont violées. Donc c'est tellement un mélange que
ils interviennent aussi à ce niveau-là. Donc, pour vraiment comme instruire les hommes aussi dans les approches qu'ils ont avec les femmes, etc. Ouais. Donc, c'est un gros travail, mais je salue vraiment le travail du docteur Denis Mukwege et ce qu'il fait parce que c'est pas facile, mais il y a de l'avancée. Il y a de l'avancée. Justement, puis je pense que autant qu'on a discuté que c'est en fait, c'est des valeurs qui nous sont inculquées dès le jeune âge, un peu. Autant que c'est important aussi de déconstruire ça à partir, justement, de la jeunesse, par un processus, c'est ça, d'éducation et d'accompagnement psychologique. Et même, je voulais mentionner aussi que son travail a été tellement reconnu qu'ils ont ouvert la 5e chaire internationale du Dr. Denis Mukwege ici au Canada. Wow. Mais il y a différents pays aussi, je pense en Colombie, en Europe aussi, qu'ils ont commencé à discuter justement des cas d'agression sexuelle, qu'ils ont adopté certains modèles qu'ils ont à l'hôpital de Cité de la Joie aussi pour pouvoir accompagner les femmes. Donc, il est devenu un activiste aujourd'hui, mais aussi il est un pionnier aussi dans tout ce qui a rapport avec la femme et ce qui est vraiment impressionnant parce que c'est un homme justement. Mais je prie qu'après cet épisode, il y ait plus d'hommes aussi qui participent. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, que ce soit un homme qui soit activiste, porte-parole des femmes, ça montre justement l'importance des hommes dans la société. Et puis, évidemment, des hommes sont des agresseurs, mais aussi une grosse partie, c'est des femmes qui commettent l'excision, le repassage des femmes sur d'autres femmes par mécanisme de protection. Et donc, on a tous un rôle à jouer. C'est pas un problème de femmes juste pour les femmes. Exact. C'est pas un problème d'hommes juste pour les hommes. Tout le monde doit s'y mettre. Et nous, on s'y met. Pour finir cette très belle conversation, on pourrait en parler pendant longtemps. J'aimerais pouvoir le faire encore. Mais pour finir sur ça, tu sais, je me suis mis une petite description de la masculinité positive que j'ai envie de lire. Et après ça, je te poserai une dernière question à répondre très rapidement. Donc, la masculinité positive, c'est une manière d'être homme qui honore sa force sans écraser les autres, qui assume ses responsabilités sans dominer, qui s'exprime avec courage sans renier sa vulnérabilité. Et voici des aspects clés de la masculinité positive, c'est la responsabilité. Donc, être un pilier pour sa famille, sa communauté, pas par obligation, mais par amour et par engagement. La maîtrise de soi, donc savoir gérer ses émotions, canaliser sa colère et choisir le respect plutôt que la violence. C'est être empathique, être à l'écoute, donc valoriser les autres, particulièrement les femmes et les enfants, sans se sentir diminué. C'est la transmission, donc être un exemple pour les plus jeunes en montrant que la force se mesure aussi par la douceur et la justice. Et c'est une croissance intérieure, donc se remettre en question, grandir et évoluer. Pas pour plaire, mais pour être aligné avec ce que Dieu attend d'un homme. Donc, ce n'est pas être faible ni effacé, c'est être fort pour le bien, ferme dans l'amour et leader avec humilité. Voilà ce que je dirais est la masculinité positive. Et nous, on aimerait laisser tous les hommes qui nous écoutent, et nous-mêmes, on s'est posé ces questions. Quelle est la perception des femmes que l'on a? Cette question défiante que beaucoup d'entre nous ne nous sommes jamais posées après l'éducation qu'on a pu avoir. Donc, j'aimerais qu'on se pose cette question. Quelle est la perception réelle qu'on a des femmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette perception-là? Et donc, en tant que femme, j'aimerais aussi te poser cette question. Agnès, quelle est ta perception des femmes? C'est une grosse question et honnêtement, elle peut se répondre de tellement de façons, mais je vais essayer de la faire la plus courte et personnifiée, j'ai envie de dire. Pour moi, une femme, c'est la force, c'est la sagesse, c'est la résilience, c'est l'humilité, c'est la dignité. C'est une femme qui est après le cœur de Dieu aussi, qui a une sensibilité également et une femme d'impact, une femme qui ne vit pas juste pour elle et pour ses besoins, mais qui vit aussi pour les autres et pour être un exemple aussi pour d'autres femmes également, qui ne résume pas juste son existence à elle-même, en fait, qui vit vraiment pour les autres tout en prenant soin d'elle également. Et une femme, c'est important aussi. Donc, les femmes, on est importantes, on est digne d'être, non d'être élevées pour être mis sur un plateau d'argent ou quoi que ce soit, mais d'être, qu'on nous lève notre chapeau plus souvent, honnêtement, parce qu'on vit des choses qui sont très difficiles, mais
rise above. Donc, la femme, c'est toutes ses qualifications. Et encore, je reviens sur le fait qu'une femme, c'est une femme qui est après le cœur de Dieu aussi. Je trouve que c'est ce qui fait vraiment toute la différence, selon moi. Voilà. Merci Agnès. On a l'habitude de demander à notre invité de finir en prière pour nous, pour les hommes de la cave d'Adullam et les personnes qui nous écoutent. Donc, si tu veux bien nous faire l'honneur de faire une petite prière pour nous. Oui. Donc, Père éternel, wow, merci Père, merci pour qui tu es, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci Papa d'avoir orchestré cette journée, d'avoir orchestré ce podcast, d'avoir confié cette mission à Idriss, Ange et Chris, Seigneur. Je prie Papa pour toutes les personnes qui ont écouté cet épisode, je prie Père qu'ils puissent de un ressentir ta présence, ressentir ton amour Père. Je prie qu'ils puissent se donner la force, Papa, de pouvoir adresser, Seigneur, ces sujets qui sont difficiles au sein de leur famille. Je prie que tu leur donnes la grâce, Papa, les mots, Seigneur. Je prie que tu les équipes, Papa, par la force de ton Saint-Esprit, de créer l'espace afin que toutes les chaînes, Seigneur, qui sont rattachées dans leur famille puissent être brisées après cet épisode. Je prie dans le nom de Jésus, Papa, pour tous ceux et celles qui ont eu l'âme brisée, le cœur brisé, Seigneur. Je prie qu'ils puissent être restaurés après cet épisode et pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Je prie qu'ils puissent vraiment rencontrer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ afin qu'ils puissent marcher dans tes voies, Papa, et se relever, Papa, et découvrir la vie comme toi tu l'as préparé, Père. Merci, Seigneur. Dans ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci Agnès, merci Chris, merci Ange. Amen. C'était un épisode de la cave d'Adullam. J'ai à cœur de finir avec ça, au nom de tous les gars, de nous excuser à toutes les femmes qu'on aurait pu blesser dans notre jeunesse par manque de connaissances ou juste aujourd'hui par vraiment encore manque de connaissances. Excusez-nous les femmes, on continue d'apprendre, on a un cœur d'apprentissage. Agnès nous aide à être des meilleurs hommes. Et aussi, merci aux femmes. On honore les femmes dans cet épisode-là. Dans cette cave d'Adullam, on montre l'exemple. Les femmes sont des êtres humains à part entière, sont des personnes à aimer, à honorer, à protéger. Et donc, voilà, c'est le rôle que l'on prend. Donc voilà, c'était la cave d'Adullam, épisode 9. Merci de vous joindre à nous. Merci Agnès encore une fois. À la prochaine. Merci. Merci. Ouais.